Bonjour à tous, c'est un plaisir de démarrer cette journée en ce qui nous concerne avec ce panel dédié justement à la résilience urbaine et Smart Cities. En fait, nous sommes dans un site assez exceptionnel puisque Tanger est en fait la première ville de l'histoire du royaume. On parle d'une ville qui était à la base finalement des échanges entre les Phéniciens, les populations locales. Donc on a déjà le privilège d'avoir ce panel dans un cadre idoine qui représente justement la notion de comment l'humanité s'est regroupée dans des formules urbaines. Et donc notre objectif aujourd'hui, ça serait de voir par rapport aux enjeux à la fois climatiques, commerciaux, globaux, comment finalement cet espace urbain va évoluer dans les années à venir, dans les décennies à venir, avec bien sûr des technologies disruptives et aussi des risques et des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés et qui vont aller crescendo à l'avenir. Alors nous avons le privilège d'avoir un panel assez exceptionnel qui est fait en fait à la fois d'élus d'une ville majeure, bien entendu, aussi bien au niveau national qu'international, et un panel également avec des experts du monde multilatéral et aussi au niveau conceptuel, au niveau continental, au niveau de comment les villes pourraient être conçues de manière plus résiliente et plus intelligente. Alors j'ai donc le privilège de... Je vais présenter, si vous permettez rapidement, les différents intervenants. Son Excellence, M. Abdelklif Mezouz, qui vient d'un milieu académique, qui a ensuite passé de longues années au gouvernement sur différents portefeuilles, le commerce, donc on retrouve un petit peu Tanger et sa vocation initiale, et bien entendu une autre dimension, les Marocains vivant à l'étranger, qui représentent notre diaspora et qui est une source de dynamisme considérable pour le pays. Et bien entendu, vous êtes maintenant, bien entendu, élu de la région Casablanca-Stade, donc la plus grande région économique au niveau national. Nous avons Pierre-Henri Dumont, qui a l'avantage d'avoir eu à la fois un mandat local au niveau de la ville de Marc, en étant maire, et un mandat national au niveau de l'Assemblée nationale en France, la République française. Et donc, nous avons cette expérience aussi au niveau français. Et au niveau multilatéral, nous avons Arthur Minsat, qui est le chef de l'OCDE, du Centre de développement l'Unité pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, avec une expérience au PNUD et en Afrique notamment. Et last but not least, M. Romary Katoké, qui est d'un background d'architecte et de designer pour parler justement des initiatives au niveau continental sur cette thématique. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais commencer ce débat sur justement, si on parle de Smart Cities, et on parle bien entendu de résilience, nous sommes face à des enjeux et des crises majeures au niveau de l'environnement et de la résilience et de la durabilité de nos modèles urbains. Et si vous le permettez, je souhaiterais demander à M. Arthur Minsat de nous présenter la situation au niveau, Tanger, nous sommes en Afrique, bien que l'Europe est à 14 km, de nous présenter un petit peu la situation au niveau continental. Merci infiniment. Le décor en rappelant le cadre historique dans lequel nous nous situons. Parce que qu'est-ce qu'une ville, intelligente? C'est une ville qui va avoir une capacité d'attraction, donc d'attirer, de retenir des résidents, des citoyens, des acteurs économiques, mais sans entraîner d'effet de congestion
importants, des congestions qui peuvent avoir lieu au niveau économique, au niveau des transports, au niveau sociaux, avec des effets sur la pauvreté notamment. Et donc une ville intelligente, c'est une ville qui va pouvoir, par des effets de planification, de gouvernance, d'investissement, de travail avec les acteurs économiques, sociaux et la société civile, donc de pouvoir trouver cet équilibre entre une croissance urbaine qui va être, dans certains cas, et notamment en Afrique, sur le continent africain, qui va être très rapide, la deuxième croissance urbaine la plus rapide au monde, aujourd'hui jusqu'en 2050, voire même au-delà, tout en pouvant donc capitaliser sur ce potentiel économique, social et aussi environnemental pour pouvoir gérer les externalités potentiellement négatives sur l'environnement. Donc lorsqu'on voit le cadre africain, les enjeux de ces villes intelligentes, mais aussi de la transition, du développement sur l'ensemble du continent sont inédits. Inédits parce qu'on a une conjonction de facteurs, d'opportunités, aussi de risques, qui sont uniques au monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit l'ensemble de ces facteurs démographiques, économiques, environnementaux, technologiques se conjuguer et auxquels le continent africain et les villes en particulier doivent faire face plus particulièrement. Sur le plan démographique, on a donc un continent qui va passer de 1,5 milliard d'habitants à 2,5 milliards en 2050, ce qui représente 85% de la croissance démographique mondiale, dans un contexte où des pays comme le Japon vont avoir une diminution de leur croissance démographique, un vieillissement très important dans les économies d'Europe ou aussi d'Amérique du Nord, alors que la moyenne d'âge, l'âge médian en Afrique est de 17 ans. D'accord, comparé à 42 ans en Europe. Donc on a vraiment une population qui est très jeune, ce qui représente d'immenses opportunités, mais aussi des défis, en particulier pour la création d'emplois, dans un contexte où les pays visent des objectifs de développement durable et socialement inclusif, et où on a environ 85% de la force de travail qui se trouve dans un contexte d'informalité, donc avec un manque de création d'emplois dans les industries, des emplois formels, des emplois de qualité, des emplois productifs. Et c'est là aussi où les villes, par leur pouvoir d'attraction économique, aussi pour attirer les investissements, les entreprises, et on a un excellent exemple d'ailleurs ici à Tanger, avec le cluster de Tanger, de Romed, notamment dans l'automobile et l'aéronautique, pour pouvoir jouer, comment tirer son épingle du jeu et pour pouvoir donc gérer ces villes intelligentes. Dans l'ensemble, la transition urbaine va avoir lieu, on a 54% de la population urbaine aujourd'hui, donc on est face à un continent qui est urbanisé, qui va passer à 65% en 2050, mais avec une croissance qui va continuer notamment dans les zones rurales. Jusqu'à présent, on a eu une croissance urbaine qui a été en partie tirée par ce qu'on appelle des petites villes et des bourgs, c'est-à-dire une croissance qui a été tirée par les zones rurales. Et donc là aussi, c'est un défi qui est unique au monde sur le continent africain, puisque ce n'est pas uniquement un exode rural des campagnes vers les villes, si vous voulez, comme l'Angleterre d'Adam Smith, où les paysans, les agriculteurs vont migrer vers les usines, mais aussi une croissance donc, de ces petits bourgs avec des modes de vie qui peuvent être aussi ruraux, où on va avoir de l'agriculture dans les villes moyennes, voire même dans les grandes villes. Lorsqu'on se projette dans les prochaines décennies, cette transition va changer, parce qu'on va avoir une croissance des grandes agglomérations qui va devenir plus importante. On compte aujourd'hui 3 villes de plus de 10 millions d'habitants sur le continent africain. En 2050, d'après les projections, on devrait passer à 17 mégavilles de plus de 10 millions d'habitants. Pour les villes de 3 à 10 millions d'habitants, c'est 31 aujourd'hui, 58 en 2050. Et de 1 à 3 millions d'habitants, on va passer de 56 à 89 villes entre 2020 et 2050. Donc avec une croissance des grandes agglomérations d'environ 2,8%, donc qui est très importante. Et ici, pour l'investissement, la perception du risque est malheureusement trop élevée, ce qui va entraîner un coût du capital trop important pour les investisseurs qui ne réalisent pas suffisamment ces opportunités-là. On voit par exemple que le défaut sur les prêts liés aux infrastructures en Afrique est de seulement 5,3%, comparé à l'Amérique latine de 10%. Donc on a des taux de défaut sur les prêts dans les infrastructures qui sont plus importants, donc avec
des possibilités de réaliser ce potentiel qui seront même plus importants que dans d'autres régions du monde. Cependant, à cause de cette perception du risque, on peut avoir un coût du capital qui est beaucoup plus élevé. Lorsqu'on voit les énergies renouvelables, le photovoltaïque, ou le Maroc d'ailleurs excelle, on a un coût du capital qui est 7 fois plus élevé sur le continent africain qu'en Europe. Donc là encore, il faut continuer à travailler, et c'est là aussi ensemble, et c'est là où les villes intelligentes peuvent avoir un rôle très important. Maintenant, si nous passons à notre deuxième volet, qui va être le volet environnemental, on a des défis qui sont là aussi inédits, liés au changement climatique et à l'environnement. On estime qu'on a 2/3 des villes africaines qui sont exposées à des risques extrêmes de vulnérabilité au changement climatique, et ce qui représente 50% de la population africaine d'ici 2050, qui va regrouper ces villes de 1 à 5 millions d'habitants dans des zones vulnérables aux inondations. Donc là encore, ça veut dire que par rapport aux agglomérations urbaines telles qu'on les a connues par le passé et qu'on les connaît aujourd'hui, il va falloir les adapter pour pouvoir faire mieux face à ces nouveaux risques qui n'existaient pas auparavant. Et cela veut dire aussi que les solutions qu'on connaît d'Europe, de Chine, d'Inde et de différentes parties du monde ne vont pas être directement applicables sur les expériences africaines. On peut avoir des solutions innovantes développées avec les acteurs locaux, mais qui ne sont pas donc un copier-coller de ce qui a été fait par le passé. Là ici, les systèmes de transport vont être particulièrement importants, ainsi que de communication numérique, où on va avoir un rôle important aussi joué par les villes intermédiaires, ces petites villes qui souvent ont un défaut d'investissement. Donc là encore, on estime par exemple que pour les villes intermédiaires, lorsqu'on voit la connexion à la fibre optique, il y a seulement 35% des villes intermédiaires qui ont une connexion à la fibre optique, comparé à 61% dans les grandes villes africaines. Ce qui va avoir aussi une incidence sur l'innovation, sur les startups. On estime que 50% des startups se trouvent dans uniquement 6 grandes villes africaines. Donc là encore, on peut avoir des grandes villes qui sont plus innovantes, mais il ne faut pas délaisser les petites villes, parce que c'est là aussi que va se continuer de se faire la croissance démographique. Le dernier point est sur la gouvernance, et en particulier les moyens et les capacités des gouvernements locaux, des municipalités, des villes. Donc il faut pouvoir les doter de capacités humaines avec des acteurs compétents, des compétences aussi administratives, politiques qui sont là. La décentralisation a permis d'avancer dans ce cadre-là, mais il faut aussi pouvoir avancer sur le thème de leur dotation, notamment fiscale. On estime que comparé à la moyenne du monde, les villes africaines ont 2 fois moins de moyens financiers que les autres villes au niveau mondial, et en englobant donc les différentes régions en développement. Donc là, ici encore, par rapport à la gouvernance, les budgets participatifs, le fait d'avoir des solutions innovantes, comme aussi dans la région de Casa, de tiers payants, par exemple, dans tout ce qui concerne les systèmes résidentiels, peuvent permettre d'avoir des villes qui sont plus résilientes, mais aussi plus inclusives socialement, et donc productives sur un plan économique, pour pouvoir attirer sans avoir ces effets de congestion urbaine qui sont un risque important dans un contexte de croissance urbaine aussi important que l'on connaît sur le continent africain. Alors c'est assez paradoxal, parce que en fait vous parliez de ressources financières pour les villes, et en fait au niveau continental, aussi bien au niveau national, on sait très bien que les ressources fiscales sont dérivées essentiellement des villes. Donc ces ressources, non seulement elles ne sont pas suffisantes, mais en plus on est au cœur du moteur de génération de richesse, pour justement pouvoir mettre en œuvre des programmes, des nouveaux concepts urbains. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander à Sim El Zouz, par rapport à... Alors, on part de Tanger, la première agora du 7e siècle, et Casablanca, finalement, une mégalopole, une métropole qui a été développée au début du 20e siècle, sur justement un modèle de commerce, de services. De quelle manière est-ce que vous voyez de quelle manière, en tant que président de région, vous avez ces nouveaux outils, ces nouveaux concepts, Smart City, d'interconnectivité, de quelle manière est-ce que vous pouvez prendre ces outils-là et les adapter sur une mégalopole comme Casablanca? Bonjour et merci de m'avoir invité à cette rencontre d'une extrême importance, en tout cas pour la thématique
qui est développé par cette session de mes thèses. Et comme je vous l'ai dit avant d'entrer ici, je ne suis pas un spécialiste de tout ce jargon qui est en train d'exploser entre smart, durabilité et tous les systèmes qui accompagnent ça, tout ce qui est environnement. Mais et je ne suis pas un maire, je suis un président de région. Et donc c'est pour ça que je préfère parler de smart territories plutôt que de smart city. Donc c'est des territoires intelligents, intégrés. Et je vais vous dire un peu, pour le cas de Casablanca, c'est très compliqué de parler de la cité sans parler de ce qu'il y a autour de la cité. Donc, et je dirais le premier réflexe smart d'un gestionnaire local, c'est de planifier. Parce que plonger dans des problématiques urbaines, économiques, sociales, technologiques, sans avoir une boussole, sans avoir une feuille de route, c'est catastrophique. Le législateur marocain a très bien fait de nous lier les mains par les outils de planification. Et donc, nous sommes obligés d'établir nos outils de planification et de les faire valider au niveau local, au niveau national, avant d'embarquer. Donc, et nous en avons pas mal. Je vais en citer les plus importants qui constituent aujourd'hui notre feuille de route. Et cette feuille de route prend en considération ces dimensions dont on parle aujourd'hui: inclusion, durabilité, intelligence, donc, et croissance, bien sûr, un développement au service d'abord de l'humain. Donc, toutes les régions doivent être dotées de ce qu'on appelle un schéma régional d'aménagement du territoire, qui donne une visibilité sur 25 ans et qui nous oblige un peu à identifier les parties de notre territoire par type de vocation. Donc, nous, on a 16 provinces, mais on les a découpées en prenant communauté, la commune, en 5 parties de territoire avec des vocations bien identifiées. Donc, en partant de la première préoccupation, enfin des 3 premières préoccupations, le premier défi dans cette région qui répondent à nos faiblesses. Nous sommes la première région dans plusieurs critères, en partant de la population, de la production, de l'industrie, de l'export, etc. Nous sommes la première place financière continentale, tout ce que vous voulez, le hub, etc. Mais nous sommes malheureusement la première région par 3 défis déterminants au niveau national. Le premier défi, c'est nous sommes la première région en termes de pollution, donc problématique environnementale. Nous sommes la première région en termes de stress hydrique, donc problématique de l'eau. Nous sommes la première région en termes de taux de chômage, donc la problématique de l'emploi. Donc nous avons un défi à 3 dimensions, toutes les 3 les 3 E et non pas les 3 D. Donc, et nous avons tout travaillé en tenant compte justement de cette ce triple défi. Et donc notre schéma régional d'aménagement de territoire a pris en considération ces préoccupations. Partant de là, donc, chaque région est obligée, donc en tenant compte de tout ce qu'on a planifié dans le schéma régional d'aménagement de territoire, je ne vais pas vous étaler, il nous faut beaucoup de temps pour vous en parler, on sort un programme de développement régional qui, lui, couvre la durée, le mandat d'un conseil, 6 ans. Bon, on prend une année pour le préparer, on utilise celui qui nous a précédé pour le finir, celui qui va venir après finit notre 6e année. Et ce programme de développement régional donne des priorités en prenant en considération, encore une fois, tout ce qu'on vient de dire. Donc, notre préoccupation emploi, eau et environnement s'est traduite par des choix pour développer l'investissement, créer de l'emploi, former, pour régler et réduire la problématique de l'eau. Donc, nous avons des investissements lourds en termes de dessalement, en termes de réutilisation des eaux usées. On a 5 stations qui sont au programme, 3 sont déjà en cours. C'est 1,7 milliard de dirhams pour la problématique juste de réutilisation des eaux usées, à peu près 10 milliards pour le dessalement entre la grande station, la station de phosphate de l'OCP que nous remercions par la même occasion, et également des stations monoblocs qui sont des stations, on va dire, de proximité. Pour l'eau, alors, à côté de cela, il y a, pour réduire, être dans la durabilité, il faut réduire la pollution.
Nous sommes la région la plus polluée parce que nous émettons beaucoup de gaz à effet de serre, parce que nous sommes la plus grande, presque 50% de la production industrielle se trouve à Casablanca, dans la région de Casablanca, donc il faut réduire cela. On ne va pas tuer des entreprises, mais on a décidé qu'il n'y ait plus d'activités polluantes à l'intérieur de Casablanca. Et quand je dis à l'intérieur de Casablanca, c'est la ville de Casablanca qui est elle-même composée de 8 préfectures d'arrondissement et les villes voisines. C'est Mohammedia, c'est Nouassat, je vais reparler de Nouassat, et également une partie de la province de Diouna. Ça fait partie, encore une fois, de la vocation qui a été définie. On a dit que dans ces territoires-là, il faut mettre des activités non polluantes et à forte valeur ajoutée. Non polluantes pour réduire, donc bien sûr on sait qu'il va y avoir des disparitions d'entreprises par la nature, par le dépassement de l'activité, et il y en a beaucoup de polluantes qui vont disparaître par elles-mêmes. Mais on ne veut pas renouveler ces activités à l'intérieur de Casablanca. Et également donc des activités à forte valeur ajoutée pour se permettre de payer des revenus conséquents. Parce que vivre à Casablanca coûte cher. Et donc si on n'a pas des revenus conséquents, la notion d'inclusivité n'a plus de sens. Donc en fait, c'est rien que pour savoir par rapport au concept de Smart City, justement, pour les revenus de ces services, de quelle manière est-ce qu'on conçoit ça? Mais je m'excuse. J'y arrive. Donc j'y arrive et je reste dans la dimension inclusion en relation avec l'emploi, et donc ça va m'amener à la Smart City, au territoire intelligent, donc, et je mets territoire avec S. Notre décision a été de créer de l'emploi de proximité. De l'emploi de proximité, ça veut dire on assure de l'inclusion en réduisant la mobilité, en réduisant le fait, on a constaté que plus que 80% de femmes qui ne travaillent pas le font pour le problème du transport. C'est loin, ça prend du temps, on est harcelé, etc., etc. Donc, on est en train d'investir à peu près 25% de notre budget de programme de développement régional sur la mobilité. Je peux revenir là-dessus si on a le temps. Donc, je reviens à votre notion de SMART. L'idée, c'est de connecter l'ensemble du territoire au niveau digital. Bon, bien sûr, les grandes villes sont connectées. Maintenant, l'arrière-pays n'est pas connecté. Quand je connecte une commune rurale, je permets aux citoyens d'avoir des services à proximité. Il a sa banque à portée de main, il a ses soins immédiats à portée de main, ses états civils, ses formalités administratives. Donc, il ne prend pas la voiture, il ne prend pas la moto, il pollue moins. Mais il peut aussi travailler à distance. Donc, aujourd'hui, les jeunes le savent, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui travaillent à distance et donc qui gagnent leur vie en restant en campagne. Et il n'y a pas plus smart que ça. Hein, donc, travailler sans bouger très loin, ça coûte moins cher, ça pollue moins. Donc, nous sommes en train d'élaborer, Inch'Allah, d'ici la fin du deuxième trimestre 2025, nous aurons notre plan de digitalisation régionale qui va permettre tout cela, donc, sur lequel on est en train de travailler. Donc, troisième élément de SMART, c'est la mobilité, parce que c'est très important. Dans les plans que nous avons établi un plan de développement, un plan de transport ou de mobilité urbaine et intercommunale, qui a abouti au choix suivant. L'épine dorsale de notre mobilité, c'est le ferroviaire. Et le ferroviaire inclut le train, inclut les tramways. Pourquoi le ferroviaire? Parce que, il n'est pas polluant. Donc, deux, il est utilisateur de grandes capacités de transport. Trois, il est ponctuel. Donc, notre mobilité, elle est durable. C'est une mobilité durable, une mobilité de proximité, une mobilité accessible. Et je tiens à souligner cette accessibilité. L'accessibilité, c'est par le prix. Il faut qu'elle soit accessible, parce que si je veux que les gens n'utilisent pas leur voiture, utilisent un transport urbain, il faut qu'il ne soit pas trop cher, qu'il soit accessible par la ponctualité. Donc, on a
le schéma sur lequel on est en train de travailler avec l'ONCF, c'est maximum 12 minutes entre un train et un autre, qu'il soit RER, qu'il soit train régional, ou qu'il soit, bien sûr, tramway. Les tramways, c'est moins de 6 minutes. Donc, et une plateforme de mobilité régionale, également, sur laquelle nous sommes en train de travailler, en partenariat avec Île-de-France, qui ont une longue expérience dans ce domaine, qui permettrait à un citoyen de se déplacer de l'arrière-pays de la région vers une ville ou vers une autre commune rurale en choisissant le meilleur chemin en termes de temps, en termes de moyens de transport à utiliser et en termes de prix qui peut payer en y ajoutant ce qu'on appelle le transport à la demande. Nous avons constaté que dans la campagne, on a beaucoup de problèmes de transport et donc les gens doivent attendre 1 heure, 2 heures pour prendre un taxi ou un autocar et donc c'est une façon d'exclure un peu ces gens du développement. Donc le transport à la demande, c'est un système qui permet, c'est un peu comme les transports, le Uber et autres, mais qui prend plusieurs personnes à partir d'un village, donc en faisant un circuit qui est connu à l'avance, et donc les gens prennent rendez-vous à l'avance et utilisent ce transport. C'est un schéma qu'on va essayer. Je ne vous dis pas qu'il est prêt, nous sommes en train de travailler dessus, j'espère qu'on va y arriver. Donc la durabilité, l'intelligence, si vous voulez, elle est intégrée entre tous ces éléments-là. En plus, je reviens à mon obsession et celle de tout le Maroc, c'est l'emploi. Alors, créer de l'emploi, je vous dis, on essaye de le faire le plus dans des zones d'activité de proximité possible. Nous sommes sur à peu près aujourd'hui 8 zones d'activité économique que nous sommes en train de développer, dans des zones industrielles, des zones logistiques et des zones touristiques, qui permettent justement à des citoyens de travailler pas trop loin de chez eux, donc utiliser le moins possible de transport, et quand on utilise le transport, il faut que ce soit le transport en commun. Et ces zones d'activité économique sont tous, en termes de cahier de charge, ils répondent à des normes de durabilité en termes d'énergie utilisée, en termes de recyclage des déchets, en termes de recyclage des eaux usées. Et donc, voilà, et en termes bien sûr d'équipement, ça va de soi, c'est un SMIC d'équipement digital. Alors justement, par rapport à justement cette notion de transport intelligent et des différentes solutions et de comment la société évolue en termes de services et en termes d'offres et de solutions, je souhaiterais demander à M. Dumont ce qu'il pense de l'expérience donc française sur justement quels sont les enjeux d'une mobilité intelligente. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits finalement d'intérêts entre les différents acteurs? Et en tant qu'élu local, voire national, de quelle manière est-ce que vous arrivez à arbitrer finalement ces enjeux-là? Bien, merci beaucoup. C'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, il faut revenir à la base qui a été rappelée par mon voisin de à quoi servent les smart cities, pourquoi est-ce qu'on les a créées au départ. C'est pas simplement parce qu'il y avait des technologies qui ont été là et qu'on a décidé de les mettre à disposition, c'est surtout parce qu'on faisait face à des défis. Ces défis, c'est quoi? C'est, on l'a dit, la gestion des déchets, la gestion de l'eau de pluie, les eaux qui sont les eaux d'assainissement, le transport. Et donc la base de la Smart City, c'est déchets, transport, eau. Après, ça a été développé, mais c'est ça qui est quand même la base du tout. Et ça a été utilisé dans un objectif qui a été de réduire les inégalités sociales en particulier. Et on arrive à un paradoxe qui est celui que, au fur et à mesure où on a une offre de plus en plus smart, en particulier dans les cœurs de ville, puisque c'est là où se trouvent les richesses aujourd'hui, il y a un effet d'éviction d'une partie de la population. En particulier les populations qui sont les moins à l'aise avec la technique, qui ne rentrent pas dans l'emploi qui est développé de plus en plus dans les villes. Et donc on a des centres-villes qui aujourd'hui, et ça se voit en particulier en Europe, mais ça commence à arriver aussi dans certaines communes en Afrique, où on a des centres-villes qui commencent de plus en plus à tous se ressembler. Parce que les géants de la tech, en particulier les GAFAM, les employés qu'ils ont sont un peu interchangeables selon les différents endroits où ils se trouvent, mais ils apportent leurs habitudes. Les habitudes, c'est ici, on a un public qui est très jeune dans la salle,
c'est Netflix, c'est Amazon, et donc du coup, on se retrouve avec des centres-villes qui se ressemblent de plus en plus et qui font perdre la particularité de ce qu'était le centre-ville de départ, l'agora qui se crée. On a rappelé les origines de la ville de Tanger, mais c'est valable également pour les villes européennes, avec la place des marchés, avec la place de la mairie, où il y a l'église, etc. etc. Et donc, la question qui est la question du deuxième temps des Smart Cities, c'est comment est-ce qu'on va réussir, alors que les Smart Cities ont été créées pour lutter contre les inégalités sociales, à contrebalancer les externalités négatives qui sont issues des Smart Cities. Renchérissement du coût des loyers. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher, ça a été dit, de se loger dans le cœur des centres-villes. Et donc, on se retrouve avec des logements qui sont basculés, par exemple, en Airbnb, dans les villes les plus touristiques. Et donc, les habitants qui habitaient là auparavant ne peuvent plus y accéder. Il y a de plus en plus de magasins qui proposent de la nourriture bio, de bonne qualité, mais il n'y a plus de petites épiceries qui permettent de pouvoir accéder à une nourriture qui est une nourriture moins chère pour nourrir en plus grand nombre. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point aussi sur les externalités négatives, c'est de se dire, et le paradoxe en fait des Smart Cities, c'est je vais donner quelques exemples. Premier exemple, on parle beaucoup donc, de décarbonation de l'économie, faire en sorte sur la mobilité, puisque c'était le sujet, de faire en sorte d'avoir par exemple des bus à hydrogène pour pouvoir avoir une mobilité douce, de faire en sorte d'avoir du ferroviaire qui en particulier à base d'électricité permet de pouvoir se déplacer plus vite, mais ça veut dire qu'il faut avoir à côté les moyens de produire de l'énergie. La base, c'est la production d'énergie. Et que la production d'énergie, d'une part, ce n'est pas la compétence de la ville, ni de la région, généralement c'est la compétence de l'État. Donc ça nécessite d'avoir un État stratège qui décide de pouvoir définir les zones où il implante de l'énergie et de l'énergie décarbonée. En France, c'est principalement le nucléaire. Ici au Maroc, il y a beaucoup de photovoltaïque qui est en train de se développer. Donc c'est une vision stratégique à plus long terme, parce que ça ne servira à rien d'avoir des usines de batteries pour avoir des véhicules électriques et ou autonomes, si à côté c'est produit avec des centrales à charbon. On perd l'intérêt d'avoir des véhicules qui sont des véhicules qui ne sont pas thermiques. Et il y a des effets extrêmement positifs. Moi, dans mon territoire, on a la plus grande centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, qui est la centrale nucléaire de Gravelines. On est en train de construire 2 EPR supplémentaires. Et à côté de ça, arrivent les usines de batterie de la réindustrialisation du bassin dunkerquois, qui permettront de créer 15 000 emplois d'un côté, et en même temps de pouvoir faire face à cette volonté de pouvoir avoir des véhicules électriques à horizon 2030 ou 2050, selon les territoires où on se trouve. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ensuite, il y a les sujets d'adaptabilité, de comment est-ce que les élus, et c'est là qui fait le lien avec la question de l'élu local, comment est-ce que l'élu local réussit à faire comprendre à sa population, Monsieur le Président, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais que les efforts qu'ils sont en train de faire, qui ne produisent pas d'effet direct tout de suite, sont ceux où on doit investir le maximum. Ou plutôt, comment est-ce que vous pouvez engager la population dans ces efforts? Exactement. Développer une approche intégrée. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a comment est-ce qu'on embarque en effet la population à l'intérieur. Donc là, on a tout ce qu'on appelle la civic tech qui permet de pouvoir avoir des plateformes de sondage. Facebook le fait. Il suffit, sans avoir des outils très très développés. Hein. Quand vous avez Facebook, aujourd'hui, il y a la moitié de la population qui a un compte Facebook. Quand la ville, la commune, la région, le département, la préfecture met une information, tout le monde commente, en bien ou en mal. Bon, c'est un moyen d'avoir une sorte de sondage gratuit sur ce que fait la population. Mais quand vous avez... je vais vous prendre un exemple de chez moi. Dans ma ville, il y a 2-3 ans, donc ma ville, c'est tout à fait dans le nord de la France, c'est là où il y a eu les grandes inondations il y a 1 an. Je savais que j'avais un problème de curage de canal pour évacuer les eaux à la mer. Je suis en bord de mer. Et donc j'ai dû abattre des arbres pour faire passer les engins de curage. J'ai pris des pétitions, c'est la Civic Tech, c'est change.org, c'est toutes ces choses-là, où on s'est fait incendier par la population, quoi, vous abattez des arbres, mais vous n'êtes pas écolo, vous êtes des méchants, etc. Pour faire passer les engins pour curer le canal. Moralité, on est quand même passé outre, on a expliqué, ça nous a coûté très cher, on n'a pas eu des avantages en termes électoraux, hein, forcément, on a eu un bad buzz politique, puisqu'on a coupé des arbres et aujourd'hui il ne faut plus toucher aux arbres. Mais moralité, quand il y a eu les inondations 1 an après, on a été les seules villes dans un rayon de 50 km à ne pas avoir été inondées. Bon, il n'y a personne qui nous a dit merci, hein. Il n'y a personne qui a fait le lien, on a leur expliqué, mais
c'est aussi la responsabilité des élus. C'est en fait de faire passer l'intérêt à long terme sur la décarbonation, sur la lutte contre la pollution, sur la mobilité, avant les intérêts à court terme qui sont généralement les intérêts de la prochaine élection dans 2 ou 3 ans. Mais alors, quand on rentre dans le concept de l'agora, finalement, comment est-ce qu'un élu local peut contribuer à ce que cet esprit, justement, des centres-villes puisse reprendre une forme qui soit adaptée aux nouveaux outils et aux nouvelles contraintes de l'emploi? C'est encore un paradoxe, c'est qu'on s'est aperçu qu'à côté de la Smart City, qui est quand même pilotée par les élus avec une volonté politique extrêmement forte, maintenant avec la deuxième génération de Smart City, on a des disrupteurs d'économie qui sont arrivés et qui ont essayé de s'accrocher et s'associer à la Smart City sans forcément en être par, je pense en particulier à Amazon, à Uber Eats. Donc dans certains cas c'est vachement positif pour ceux qui vont à Paris, ceux qui y sont allés. Auparavant c'était impossible d'avoir un taxi à Paris. Bon, Uber est arrivé, maintenant on a Uber et les taxis sont mis à niveau. Maintenant ils disent bonjour et ils prennent la carte bleue, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc c'est déjà un point positif. Mais dans certains cas, Airbnb, quand il arrive, il renchérit le coût des logements. Quand Lime, avec les trottinettes électriques, arrive, ça pose une question de partage de l'espace public. Quand on a Amazon qui s'associe, par exemple aux États-Unis, à Whole Foods, qui est une grande marque de distribution de nourriture, ça pénalise les commerces de proximité. Quand Amazon se met énormément à vendre des livres, ça pénalise les librairies. Et donc, en fait, on a, de par l'émergence d'acteurs tech qui ne sont pas régulés par les autorités locales ou nationales, on a cette situation où on perd l'agora. Et donc la solution? La solution, c'est d'abord, il y a une réaction épidermique de la part des populations. À Paris, c'était l'interdiction des trottinettes via un référendum. C'est dans beaucoup de villes d'Europe la limitation des Airbnb, parce que ça coûte cher et parce que, dans certains cas, oui, ça permet de réhabiliter des anciens quartiers qui étaient des quartiers qui étaient délabrés. Mais la question, c'est toujours la question du niveau et du trop. La vraie solution, c'est que le politique, en fait, ait une vision d'avenir pour son territoire, inclut ses citoyens, participe avec la participation démocratique des citoyens au fur et à mesure des échanges et pas simplement lors des élections. Donc c'est une consultation globale sur la démocratie participative. Moi, dans ma ville, par exemple, on a mis en place des petits déjeuners, on prend un thermos de café, on se met au croisement des rues et tous les samedis on rencontre les gens, on a les retours. On fait des sondages, on fait des référendums locaux, on essaye d'associer au maximum la population pour que la décision politique, qui généralement est celle du long terme et qui n'est pas bénéfique pour des élections à court terme, soit comprise et devienne en réalité bénéfique quand même pour les élections. Alors justement, vous prenez l'exemple, par exemple, de la ville de Paris avec la maire qui est sous une pression considérable quand elle met les pistes cyclables, quand elle essaie de verdir des zones, etc. Finalement, de quelle manière est-ce que ces initiatives-là, elles permettent justement à ce centre-ville, elles permettent d'encourager les transports publics, des transports plus résilients, plus durables. De quelle manière finalement, quelle est la stratégie finalement à adopter pour introduire un concept controversé au début et qui, à terme, peut apporter des bénéfices considérables pour justement juguler cette notion, pour retrouver finalement cette agora et cet espace de vie convivial que tout le monde recherche finalement. La question, c'est de changer les habitudes, mais de faire en sorte de ne pas aller trop loin. Parler de la ville de Paris. Je ne sais pas si certains sont allés rue de Rivoli dernièrement. Rue de Rivoli, qui était la grande artère commerçante, une des grandes artères commerçantes de la ville de Paris, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est que des friches. Alors que c'est une magnifique, c'est en plein centre de Paris, c'est à côté du jardin des Tuileries, parce qu'il y a un aménagement urbanistique qui a été imaginé qui est pas bon. Parce qu'il n'y a que des pistes cyclables, il y a un sens unique, il y a interdiction de se garer, donc il n'y a plus de commerce. Donc la question, c'est aussi de pouvoir aménager et que la mairie trouve le juste équilibre entre ce qui est de l'aménagement utile, par exemple l'automatisation des rames de métro. Vous savez, quand on remplace le conducteur d'un métro par une intelligence artificielle ou non, mais en tout cas par les machines, on estime que ça fait gagner 20% de métro en plus en termes de fréquentation parce qu'on réduit les aléas. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Par contre, dans certains cas, l'exemple de la rue de Rivoli à Paris que je reprends suite à votre évocation de cette ville, c'est un exemple contraire où ça a été trop loin. Et va arriver la question, peut-être que j'en terminerai par là pour laisser la parole aux autres interlocuteurs, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de questions sur le développement des véhicules autonomes,
où on se dit les véhicules autonomes, c'est l'avenir, on va se retrouver avec une situation où chacun pourra travailler dans sa voiture. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est que, alors que le véhicule autonome est vu aujourd'hui comme étant une solution qui permettra le covoiturage, le fait de pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans son véhicule, moi je pense que c'est au contraire une révolution technologique qui aura deux impacts extrêmement négatifs. Un, ça favorisera l'étalement urbain, puisque aujourd'hui on ne peut pas vraiment travailler en voiture, on ne peut pas faire un zoom dans sa voiture parce qu'on est au téléphone, enfin, c'est très compliqué. Demain avec une voiture autonome, ce sera un bureau mobile, puisque la voiture va se conduire tout seul, on pourra se mettre à l'arrière, avoir une tablette, commencer à faire ses réunions en visio, et donc du coup on pourra habiter beaucoup plus loin des centres-villes, puisque ce sera considéré comme des heures de travail en termes de télétravail. Donc la solution c'est le vélo, et on sait que c'est bien de faire des efforts, de ne pas aller trop loin. Non, mais bon, il y a pas mal de différents un concepts. Et en fait, c'est de ne pas oublier que chaque ville a sa propre histoire, et que vouloir imposer, parce qu'on a une plateforme numérique, un modèle d'une ville X à une ville Y, ça ne peut pas fonctionner. Et vous prenez l'exemple de certaines villes italiennes, elles sont passées en low-tech. C'est-à-dire qu'elles ont dit, nous on fait uniquement la Smart City, uniquement sur les trucs de base, mobilité, gestion des déchets, eau, et le reste on remet avec des initiatives locales, hein, sur de l'achat de bâtiments, sur de la réintroduction de librairies, de commerces d'art, d'artisanat local, autour de l'agora, de la place du village. Donc c'est une fois de plus une question d'équilibre. La Smart City n'est pas forcément la panacée, et en tout cas il y a une évolution qui, il y a encore 10 ans, s'était imposée d'en haut par les géants en informatique qui arrivaient, type IBM, et qui disaient voilà ce qu'on va faire dans une ville, on va la créer, pas forcément ex nihilo, mais on va vraiment la formater, à aujourd'hui ce qui est quelque chose d'un peu plus pris en charge. Alors il faut que ça soit pris en charge par les élus et validé par la population. Alors on va venir justement sur le continent et voir finalement de quelle manière, au niveau africain, M. Atoké, de quelle manière finalement on pourrait concevoir ces villes africaines qui connaissent une croissance considérable, une jeune population qui s'y agrège, et de quelle manière justement on peut capitaliser, faire levier sur cette population pour essayer de développer des concepts de villes adaptés aux potentialités qui s'y concentrent. Merci. Alors, contrairement à mes prédécesseurs, moi je pense que la Smart City en Afrique, c'est des défis en fait très importants qu'il faut relever, d'autant plus que je pense que mon collègue, mon voisin tout à l'heure l'a soulevé, on ne peut pas faire des copier-coller de Smart City. Vous prenez Smart City aux États-Unis, vous l'amenez en Europe, ça ne marcherait pas, vous l'emmenez en Asie, vice-versa, ça ne marchera pas. C'est la contextualisation en fait de la ville, surtout parce que quand on remarque, notamment en Afrique, les transports, c'est vrai, le transport en commun, il y a longtemps que nous on était smart. En Afrique subsaharienne, vous avez beaucoup de taxis, donc si le covoiturage, c'est pas nouveau en Afrique. Vous voyez, au-delà du transport, la problématique sur les déchets, vous allez dans des pays comme le Sénégal ou le Burkina, le transport, la collecte des déchets ne se fait pas en fait avec des camions, ça se fait avec les ânes, les chevaux qui transportent en fait les déchets. Donc là, on est moins polluant. Vous avez aussi en fait, quand on parle aujourd'hui de digitalisation, de smartisation, il faut comprendre en fait que les enjeux ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange à sa faim, on peut lui parler de smartisation. Mais quand vous allez dans des pays encore en Afrique, quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, il y a des pays qui sont sous le seuil de pauvreté, vous lui parlez de smartisation, pour lui c'est rien. Donc il y a des enjeux en fait qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il faudrait déjà que nos États centraux se préoccupent d'abord sur l'éducation, la santé. On a parlé de la mobilité. La mobilité déjà, mobilité douce, aujourd'hui on en parle, mais pour la mobilité douce, à moins que vous allez en trottinette, vous ne voulez pas en trottinette dans du sable. Donc il faut déjà faire les voies, il faut que les voies soient bitumées pour rouler en trottinette. Quand vous avez un vélo, si la voie n'est pas accessible, vous ne pouvez pas. Je pense que vous savez que dans les pays africains, dès qu'il y a la saison pluvieuse, la plupart des villes sont inondées. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Tout à l'heure on a parlé de curés et canalisations. Il faut déjà qu'il y ait des canalisations pour les curés. Donc la smartisation, moi je pense qu'en fait, notamment en Afrique subsaharienne, il faudrait qu'on les contextualise, qu'on pense déjà à l'énergie. Aujourd'hui, le nucléaire, quand on parle de smartisation, on ne peut pas faire sans la tech. Qui dit tech dit énergie. Qui dit énergie dit nucléaire, énergie photovoltaïque. Le Maroc est l'exemple palpable, c'est bien.
Donc, quand vous allez en Afrique subsaharienne aujourd'hui, le photovoltaïque, on a des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, qui essaient justement de changer la donne en installant, le Ghana également, en installant des forêts de panneaux solaires. Donc le nucléaire, je pense que même la France, depuis des années, veut supprimer le nucléaire, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le nucléaire, vous voyez, enfin en Europe. Donc Enfin, on nous refuse... Europe, la question, en fait, c'est de voir au niveau continental, est-ce qu'il y a des exemples de villes ou d'agglomérations qui développent des concepts qui pourraient être intéressants, qui pourraient à ce moment-là inspirer d'autres approches sur justement l'urbanisation en intégrant différents éléments et en les adaptant au contexte local. Mais je peux citer l'exemple de Kigali au Rwanda, qui est l'exemple palpable depuis des années, qui est l'exemple aujourd'hui, qui d'ailleurs a mis en place une alliance de Smart City, dont fait partie d'ailleurs Zenata et d'autres des pays comme l'Afrique du Sud, dont le Bénin également, avec la Smart City qu'on essaie de mettre en place, CME City. C'est des approches en fait qui permettent justement de changer le paradigme et qui permettent de contextualiser les usages, l'énergie, le transport, l'éducation, la santé. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de proximité. Si on arrive à vivre dans un lieu et qu'on va travailler à 12 minutes, à 15 minutes, je pense que ça, c'est une smartisation. Ça réduit déjà en fait le temps qu'on passe dans les transports et ça crée des nœuds vibrants, de mini-métropoles. Comment elles sont conçues finalement, ces approches? Est-ce que ce sont justement est-ce que c'est la planification ou est-ce que c'est une évolution organique d'un concept et puis graduellement parce que en fait la clé pour développer finalement cette approche, c'est qu'il y ait quelque chose d'organique et qu'on arrive à développer une agora spécifique aux besoins de la population et qu'elle soit tout à fait inclusive et qui permette justement de développer des modèles qui mettent en levier les potentialités de chaque culture, chaque région et chaque zone d'agglomération. Oui, alors moi je pense que la question elle est déjà répondue parce que c'est une question d'agora. Je pense que nous en tant qu'architectes planificateurs, il suffit juste en fait quand vous avez une carte de faire en fait des cercles. Quand vous faites des cercles, vous comprendrez en fait que quand vous prenez le milieu de ce cercle, comment vous faites en fait dans un rayon, dans un certain périmètre. Et plus vous avez des cercles, vous allez voir qu'il y a des nœuds, quand vous prenez 4 cercles, il y a une partie qui n'est pas, qui est en dehors des cercles. Donc là, comment vous arrivez à connecter et à arriver à amener des fonctions dans cette partie qui n'est pas intégrée. Donc je pense que la question, elle part déjà de la planification. Après, dans la planification, il faut des phasages. Il faut un phasage qui permette justement de mettre en œuvre cette planification-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la smartisation doit partir du contexte intégré, mais en même temps inclusif, indéniablement. Et en ce qui concerne les concepts de start-up, est-ce qu'il y a des exemples au niveau continental où il y a des approches qui sont tout à fait différentes, nouvelles, et qui permettent justement de résoudre Alors, en termes de start-up, je pense qu'il y a plusieurs exemples. Je prends l'exemple de Gozem aujourd'hui, qui cartonne en Afrique subsaharienne, qui est l'exemple palpable de Uber. Vous savez que la plupart des villes en Afrique sont des villes polluantes parce que le transport en commun n'est pas encore très bien mis en place. Il y a moins de métro, il y a moins de tramway. Du coup, c'est des transports individuels motorisés. Du coup, ça crée beaucoup de pollution. Et aujourd'hui, je pense que des start-up comme Gozem, qui aujourd'hui est enfin je ne vais pas dire copier-coller, mais qui est la similitude de Uber, permet justement de mutualiser en fait le transport de proximité et à la commande, comme l'a dit Lulu tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une prouesse, et il faudrait justement que ce genre d'innovation de start-up puisse s'amplifier et qu'on arrive à développer justement ces applications et ces usages de proximité. Parce qu'en fait, les startups sont essentielles. L'idée au niveau de la planification, c'est de prendre en levier finalement, coordonner finalement différentes initiatives. Et c'est aussi un paradoxe parce qu'on sait que les villes au niveau africain sont les principales sources de revenus financiers et fiscaux. Et donc, et en même temps, ce sont les points les plus vulnérables au niveau de la population quand il s'agit d'être confronté à des catastrophes naturelles. Et donc,
on a un paradoxe parce qu'on a la source de financement et on n'arrive pas à agréger des solutions et un modèle qui puisse à ce moment-là croître de manière exponentielle et constructive. Donc c'est un petit peu le contexte auquel nous sommes confrontés. Je souhaiterais ouvrir les questions à l'audience et si vous voulez bien vous identifier. Alors un micro s'il vous plaît. Parce qu'en fait, on a des contraintes environnementales, on a des contraintes d'eau, d'énergie et un modèle économique et des contraintes de temps également. Passez le micro devant, s'il vous plaît. Vous êtes second. Merci, monsieur le modérateur. Mohamed Tawfiq Adiye, l'expert international en énergie, au environnement et ex-conseiller de plusieurs ministres au Maroc de ces domaines. Moi, j'avais peut-être des questions sur lesquelles je voudrais insister. Ils ont peut-être été insuffisamment exprimés par nos panélistes. Tout d'abord, moi, je n'aime pas trop le mot ville intelligente. Moi, je dirais ville durable. C'est plus global. Et il y a des villes qui peuvent être bêtes, mais qui peuvent être durables. Alors, une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est vraiment cette urbanisation galopante. Au Maroc, nous serons 70% de citadins en 2030, avec toute la dégradation environnementale, la perte des terres de bonne qualité et le déficit de gestion des arrière-pays. Et donc, le véritable combat aujourd'hui de la durabilité se gagnera ou se perdra dans les villes. Troisième commentaire, il y a peut-être un mot qui n'est peut-être pas suffisamment mis en exergue, c'est l'énergie. Lorsqu'on rentre par la porte de l'énergie, finalement, on va englober beaucoup de choses dans une ville. Il y a les aspects de mobilité, il y a les aspects de gestion et de valorisation des déchets, il y a les aspects de clairage public qui pèsent très lourdement sur le budget des municipalités. Et il y a en fait l'opportunité d'irriguer le territoire. Aujourd'hui, au Maroc, on a dit qu'il y a... Le Maroc est champion dans les énergies renouvelables, mais moi j'aimerais bien que ces énergies renouvelables irriguent le territoire, que la basse tension soit ouverte et que les ménages et les petites et moyennes entreprises puissent autoproduire de l'électricité verte et abolir ces obstacles législatifs et réglementaires. Dernier point, il y a des prérequis pour la durabilité. J'en termine par là. Personne n'a parlé de la planification urbaine. C'est très important. Il faudra absolument que les documents peut-être M. Azouz, oui. Et il y a absolument intérêt à ce qu'il y ait une bonne planification. Les villes africaines se développent d'une manière anarchique. On habite là et on doit traverser toute la ville pour aller travailler, par exemple. Et il y a la formation des élus et des agents municipaux, c'est très important. Il faut qu'ils soient convaincus eux-mêmes pour aller chercher des financements. Et la mise en réseau. Vous trouvez des villes qui ont superbement bien fait, et juste à côté, des villes qui ont vraiment des problèmes. On n'invente pas la roue, les choses sont connues, l'éclairage public à Salé est bon, à Rabat il n'est pas bon. Il y a juste un fleuve qui le traverse. Voilà. Il y a donc des prérequis de planification urbaine, de formation et de mise en réseau. Merci. Très bien. Il y a aussi l'enjeu critique de création d'emplois et de développer des modèles économiques pour les villes. On va prendre une seconde question. Allez-y. Et je vais demander à nos panélistes d'adresser les points qui ont été levés. Merci. C'est Yardi Maha, le directeur régional de l'Agence pour le développement des provinces du Sud. Donc, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce sont des solutions proposées pour rendre un territoire plus smart et plus durable et ainsi de suite. Pardon du concept que l'élément crucial ou fondamental de tout développement, c'est le territoire. Bien sûr, bien sûr, ce territoire il doit être pris dans sa contextualisation. Quoi que soit la solution apportée, il faut qu'il soit adapté à ce territoire. Donc, ça, d'une manière, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que les intervenants, chacun de son côté, donc il y a une multidisciplinarité, chose qui est très, très, très importante parce que chacun se voit. Mais revenons sur la sorte que le moment d'élaboration des schémas directeurs, des schémas de développement, au moment de la planification, est-ce que n'oublions pas le fait que ce territoire, que ces schémas de développement, que ces stratégies qui seront mises en place ou seront mises en œuvre et seront confrontées à un élément
facteur qui est l'élément de changement climatique et surtout les catastrophes naturelles que nous connaissons aujourd'hui avec ces variations, avec ces modifications et tout. Est-ce que toutes ces solutions ont été priorisées, bien sûr, en prenant en considération l'élément risque avec ces solutions apportées, avec les infrastructures, les mesures qu'il faut prendre et bien sûr les moyens de remboursement, sachant que au niveau du Maroc, le gouvernement marocain vit ses engagements à l'échelle internationale et il a mis en œuvre une stratégie nationale de gestion de catastrophes de risques naturels 2020-2030. Et je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie pour ces deux interventions. Alors, avant de passer aux élus, j'aimerais demander à Monsieur Minstadt avoir son avis justement sur ces points qui ont été évoqués. C'est bon. Je vous remercie. Et on parlait d'inclusion, que les femmes dans la salle aussi puissent poser leurs questions ou leurs commentaires. Je peux qu'être d'accord avec ce qui a été mentionné. Évidemment, les villes durables, je pense que c'était au cœur aussi du débat. On distingue typiquement 3 volets de la durabilité: économique, lié à la productivité et la création d'emplois, mais donc aussi sociale, avec inclusion, diminution de la pauvreté, et aussi environnementale par rapport aux environnements et aux écosystèmes en particulier, ce qui est en lien direct avec l'approvisionnement en énergie, question qui montre aussi la nécessité de ne pas copier-coller les solutions, mais de vraiment avoir des solutions qui soient innovantes et adaptées au territoire et à la localisation en Afrique. On estimait, avec l'Agence internationale pour l'énergie, estimé par exemple que pour assurer l'accès universel à l'électricité sur le continent africain, cela engendrerait donc une pollution carbone de 2% du niveau mondial, en passant à 3,5% par un accès universel. Donc là encore, il s'agit d'avoir des solutions qui sont adaptées aux enjeux africains, de manière à ce qu'elles marchent. Donc ça me paraît très important. Et ce qui est en lien évidemment avec la question sur les territoires, il s'agit ici de connecter les espaces urbains, ruraux de différentes tailles, où on a des accès très inégaux aux infrastructures. On a aussi de nombreux exemples qui marchent. Donc que ce soit à Kigali comme il a été souligné, mais aussi des systèmes de transport par exemple à Lagos, à Arusha, où de nombreux emplois ont été créés, et il faut continuer d'aller plus loin. On estime qu'aujourd'hui il y a 65% de la population africaine qui vit à plus de 500 mètres de transport public, notamment dans les zones urbaines. Donc on doit faire mieux pour pouvoir continuer à avoir de meilleurs systèmes d'inclusion. Cela passe par des systèmes de transport, parce que plus on est éloigné de son lieu de travail, et moins on a la capacité à avoir un travail de qualité ou à trouver du travail tout simplement, comme c'est la préoccupation de la plupart des gens qui travaillent dans le secteur informel. Ensuite, au niveau je souhaitais aussi, en lien avec les territoires, mentionner l'importance de ce qui est la gouvernance multiniveau, qui a été aussi rappelé par le panel tout à l'heure. Donc gouvernance multiniveau, pour ne pas avoir de jargon, mais on a un excellent exemple avec Casablanca évidemment, mais il s'agit d'avoir des systèmes au niveau local, donc municipal, mais aussi régionaux avec les métropoles, et ensuite au niveau des régions plus vastes et nationales, et voire même dans le cadre du continent africain avec intégration régionale, voire continentale, comme on le connaît avec la ZLECAf et autres, qui permet d'avoir des avancées économiques majeures sur le continent, et qui sont en lien avec la richesse des zones urbaines, des villes, et leur capacité fiscale. Sans capacité fiscale, sans revenus, elles ne pourront pas investir dans ces systèmes de transport, de gestion des déchets, d'environnement, d'énergie, qui va créer la viabilité des villes, qui va créer le bien-être et permettre aux gens d'avoir donc une inclusion sociale dans un contexte où aussi les pollutions sont maîtrisées. Alors je reviens sur le thème, à mon avis, central qui a été évoqué par M. Mazouz, c'est l'emploi. C'est-à-dire comment est-ce que on peut encourager finalement l'entrepreneuriat dans ces espaces urbains, sachant que, bon, par exemple, on a parlé de l'énergie solaire, on sait qu'il y a énormément de services qui peuvent être développés au sein des villes. Par contre, il y a bien entendu un cadre stratégique national de comment
faire une transition. Donc de quelle manière est-ce que vous pensez qu'on peut, au niveau d'une ville, impacter les politiques nationales en matière justement de développement de solutions intégrées? Alors ça peut couvrir l'énergie, ça peut couvrir tous les zones à risque auxquelles vous êtes confrontés. Je pense que la gestion publique, qu'il s'agit d'urbanisme ou autre, c'est des moments d'arbitrage permanent. Hein. On est obligé de faire des choix entre des solutions à court terme, des solutions à long terme, des solutions à territoire réduit ou à territoire élargi. Et je vais vous donner quelques exemples, et justement, et ça inclut votre question, ça inclut des questions qui ont été posées par les deux intervenants de la salle. Un, vous dire que la région de Casablanca-Stade est une région qui doit faire face aux inondations, parce que c'est le risque le plus élevé, le risque naturel le plus élevé dans notre région, et vous dire en même temps qu'on a le stress hydrique le plus élevé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau. Comment je peux expliquer aux citoyens que je suis en train d'investir dans l'eau, d'une part, pour l'exploiter, le mobiliser, le rendre plus efficient en termes d'utilisation, et en même temps en train d'investir contre les inondations, sachant qu'il ne pleut pas. On sait que quand il y a de l'eau, comme on a vu des expériences en Espagne, en France, en Allemagne, ailleurs, donc on est en train d'investir dans la canalisation également de l'eau. Et on a parlé de l'effort de l'État en matière de gestion du risque naturel. Donc très souvent, c'est l'État au niveau central qui prend le dessus. Parce qu'on n'est pas toujours soumis à des arbitrages, je dirais, à des sanctions électorales de courte durée. Et le fait que vous générez la plupart des revenus fiscaux du royaume... Non, on ne génère pas. Hein. Je tiens à corriger, je n'ai pas voulu intervenir. On ne génère pas mais la région de Casa, là, en termes de revenus fiscaux, au niveau national. Vous parlez du territoire. Moi, je parle du territoire. Le territoire, c'est vrai. On a à peu près le tiers du PIB chez nous. Et donc, c'est normal qu'on génère, mais il n'y a pas de distribution directe donc, au territoire concerné. Donc, je reviens à cet arbitrage, justement, par rapport également à cette question d'emploi. Lorsqu'on est en train de planifier et qu'on sait qu'on a un taux de chômage très élevé et qui s'installe, qui est le résultat également de toute la mobilisation, la mobilité des citoyens, donc, qui viennent d'autres régions, qui viennent du rural vers l'urbain. Donc il y a un appel de l'air qui est fait par une région qui se développe économiquement comme notre région, donc, ce qui fait qu'on a toujours de l'emploi qui est augmenté. On ne peut pas dire aux gens revenez chez vous, il n'y a rien à faire, donc on est obligé de répondre par la création d'opportunités d'emploi, par l'encouragement de l'entrepreneuriat. On a lancé un fonds d'investissement dans ce sens, par la disponibilité du foncier, parce que les trois premiers freins de l'investissement, c'est le foncier, c'est la formation et c'est la fiscalité. Donc il faut jouer sur ces trois F. Tout à l'heure j'ai parlé de 3 E, là vous avez 3 autres F. Donc il faut gérer, on agit au moins sur ceux pour lesquels on a une maîtrise, qui est l'obstacle numéro 1 à l'investissement, qui est le foncier. Donc on mobilise du foncier, on l'aménage, on le met à la disposition, on ne le donne pas gratuitement, mais à des prix compétitifs. Donc on veut casser la vérité, on veut casser les prix sur le foncier professionnel, parce que ça atteint des niveaux très élevés. Et à ce titre, je tiens à donner quelques exemples de choses que nous vivons au Maroc en termes d'urbanisme, de schéma d'urbanisme, mais parce que ça a été évoqué. Peut-être que ça ne se dit pas suffisamment, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui mettent en place des politiques urbaines qui se défendent. Des fois, on rate un peu le coche, des fois, on réussit, et je vais vous donner quelques exemples. On a créé des villes ex nihilo. On a parlé tout à l'heure. À Rabat, côté Rabat, Temsna, côté de Marrakech, Tamansort, et on a passé beaucoup d'années à les regarder. Donc il
parce qu'on a d'abord essayé de résoudre la problématique de l'habitat, le manque d'habitat pour permettre aux gens d'habiter et d'avoir accès au logement, et on a subi la dictature du foncier. Donc on est allé chercher là où on a du foncier qui appartient à l'État et qu'on peut mobiliser. Des fois, c'était à l'extérieur et à des endroits qui n'ont pas d'âme. Donc, inversement, on a de très belles expériences. La vérité, je vais citer celle de ma région parce que c'est là où je vis. Donc, on a la ville verte qui elle, n'a pas subi la pression du foncier. On a cherché un endroit. La ville verte est autour de deux communes connues qui ont de l'histoire, où il y avait du monde. Il y a Nouassar et il y a Bouskoura. Il y a du monde là-dedans, il y avait du monde. Et autour de ce monde-là, on a construit un pôle urbain très moderne, très avancé, de haut niveau, et donc bien situé en termes de mobilité, train, autocar, autobus, aéroport, tout ce que vous voulez. Donc, il y a de l'espace vert, il y a à peu près 25% de la surface construite qui est en espace vert, et ça connaît un boom. Une deuxième expérience également qui est en train de se mettre en place, c'est Znata. Vous avez cet exemple sur le document que vous avez entre les mains, qui est l'éco-city de Znata, avec dès le départ conçu pour avoir à la fois de l'habitat, de l'industrie, de la logistique et des services. Donc, on crée une ville autour d'une ville qui existait déjà, qui est Znata, et on développe tout un écosystème professionnel et également du logement, à peu près 300 000 logements qui sont prévus à cela. Troisième exemple qui est en plein cœur de Casablanca. Vous connaissez ceux qui ont... c'est Amphacity. Amphacity, on a remplacé un vieil aéroport par une ville, en préservant quelques éléments historiques. Donc on a préservé la piste et on a fait un parc de 50 hectares. Donc c'est devenu le Central Park un peu de cette zone. Et on a mis à la fois du professionnel et de l'habitat et des services et bien sûr des loisirs. Une quatrième expérience qui est en train d'émerger. Et je ne peux pas vous dire est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, mais en tout cas, c'est au niveau d'El Jadida, à 15 km d'El Jadida, à 60 km de Casablanca, c'est le pôle urbain Mazagan. C'est quelque chose comme 300 hectares ou 400 hectares qui est en train d'être mis en place, conçu également pour être à la fois habitat et professionnel, donc notamment tout ce qui est service. Il n'y aura pas d'industrie à Puma, il n'y aura que des services, il y aura de l'habitat, il y aura des loisirs, etc. C'est l'OCP qui est derrière cette expérience. Je fais confiance à l'OCP parce que tous les projets qu'ils ont réalisés, qu'ils ont tentés, ça prend ce que ça prend, mais en tout cas, ça a réussi, comme c'est le cas à Ben Guerir, qui était une ville très petite, où il y avait très peu de choses. Aujourd'hui, Ben Guerir est une véritable Silicon Valley en émergence. Donc il y a des... Encore une fois, on est parti d'une âme, qui est Ben Guerir. Donc pour moi, les expériences qui ont bien réussi, et qui sont en train de prendre de l'ampleur, c'est des expériences qui ne partent pas de zéro. En tout cas, même s'ils partent de zéro, ils partent d'une proximité qui a de l'âme. Là où il y a déjà de la vie, il y a déjà de l'histoire, parce que nous sommes un pays aussi bâti sur l'histoire, et donc il ne faut pas perdre cette caractéristique qui constitue une des composantes de l'âme marocaine. Donc notre histoire qui est séculaire, 12 siècles d'histoire, notre urbanisme doit toujours être pensé smart, durable, mais n'oublions pas que nous sommes un pays qui a plus de 12 siècles d'histoire. Donc voilà. deux approches. Hein. On a finalement l'histoire, rester au centre et essayer de remodeler ce centre et de générer finalement de l'activité économique durable. Et on a aussi d'autres exemples, comme fait l'OCP, sur des zones où il y a pas d'histoire. On prend Ben Guerir, et on crée à ce moment-là une urbanisation pensée sur le savoir-faire, les services et différentes thématiques porteuses économiquement. Donc on a deux différentes expériences, les deux sont en cours. Et je pense qu'on a encore 5 minutes. Je ne sais pas si on a une question de la salle.
Sinon, je souhaiterais justement avoir... Il y avait monsieur qui voulait Ah poser une pardon, j'ai question pas en fait, vu, hein, tout à l'heure. j'ai la lumière, allez-y, je m'excuse. Donc, merci pour l'organisation. Donc, Lotfi Benyani, je suis un expert senior en conception de Smart Cities à Casa, Maroc. Donc, ma question, c'est la suivante. Quelles sont les bonnes pratiques pour instaurer une intelligence collective, pour mettre en œuvre toutes les parties prenantes, je dirais les élus, les associations professionnelles, les associations de quartier qui représentent les citoyens, et aussi les bureaux d'études et des conseils, les urbanistes. Donc, pour mettre un écosystème très rodé pour mettre en œuvre la ville intelligente et durable. Merci, on va essayer de répondre à ça et je dois aussi donner à chacun, chaque membre du panel un mot de conclusion sur cette thématique. Qui souhaiterait répondre à cette question? Commencez par la droite. Allez-y, alors on va faire les deux. Vous répondez à la question et en même temps, votre avis finalement sur le meilleur modèle à adopter justement pour une urbanisation intelligente. Oui, alors les bonnes pratiques, je pense que tout part déjà de la contextualisation. Il faudrait, comme le président de région l'a dit tout à l'heure, il y a une âme. Donc on peut partir de l'existant et après bâtir, faire une programmation partant de cet existant-là, ou sinon c'est de raser et de commencer de zéro, ou de partir en fait sur une friche qui existe et puis on se donne toute la latitude de faire une conception. Toutefois, il y a ce que nous on a essayé de faire au Bénin, c'est de partir avec l'existant. Si vous avez un site où il y a un relief, vous partez en fait avec une conception où vous gardez en fait ces reliefs-là, vous créez des nœuds, ça permet en fait de canaliser en fait toutes les eaux, plutôt que de faire des ouvrages bétonnés qui justement sont des ouvrages polluants. Donc je pense qu'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de copier-coller comme je l'ai dit, on part de l'existant, on fait avec l'existant et on part aussi du climat et des usages de ceux qui sont les bénéficiaires. Parfait. On n'a plus que 3 minutes, donc oui. J'essaie de donner 1 minute à chaque. Et pour finir rapidement, ce sera le mot de fin. Il faudrait, parce que dans la plupart des projets, on parle d'employabilité. C'est bien de faire une Smart City et de créer de l'emploi, mais il faut comprendre aussi que plus on digitalise, il n'y a plus en fait cette employabilité dont on parle. Donc c'est l'effet en fait rétro. Merci. Merci. Monsieur Missat. Merci. Alors mon mot de la fin sera sur des villes qui sont humaines, c'est-à-dire avec une vision du bien-être, de manière à permettre à tous les différents types d'acteurs de pouvoir vivre bien dans ces villes. Et ça implique donc une participation des acteurs, gouvernance à multiniveau, le fait de doter aussi de capacités administratives, fiscales, humaines, les systèmes de gouvernance au niveau locaux, régionaux, donc à ces différents niveaux-là, et de manière à avoir une planification qui soit sur le court, le moyen et le long terme, qui permettent de prendre en compte les dynamiques démographiques, les dynamiques d'investissement, d'industrialisation, surtout dans le contexte africain, et donc de pouvoir s'adapter, donc là avec l'idée de résilience aussi en cas de chocs économiques, climatiques, environnementaux, qu'on ne va pas forcément pouvoir prévoir, mais donc système de résilience qui n'est pas possible sans une participation des acteurs et sans avoir un sentiment d'adhérer ensemble, et donc cette idée d'identité que Abdelatif a mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Ali. De l'Agora, Monsieur Dumont. Merci. C'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup. Pour répondre à la question et faire une conclusion, je vous dirais simplement, quand on parle de Smart City, de ne pas mélanger moyens et buts. On a un peu l'impression que la Smart City, c'est le truc qui va tout résoudre. Et que, en fait, le but qu'on se donne en tant que maire, en tant qu'élu, c'est d'avoir une Smart City. Non. La Smart City, les solutions tech, sont des moyens d'atteindre un but qu'on a nous défini en tant qu'élu, et en particulier avec les différents acteurs. Et le moment clé de ça, c'est l'élection. C'est quand arrive l'élection du maire, des conseillers municipaux, du président de région, du président de département ou des élections des gouvernements, il faut qu'il y ait les programmes qui soient clairement identifiés et que les choses soient mises sur la table. Et donc, vraiment, moi, mon conseil, c'est de ne pas confondre moyens et buts. La Smart City, c'est avant tout des moyens d'atteindre un objectif qui doit être défini
par le politique et validé par le citoyen. Merci beaucoup. Monsieur Mazouz, pour conclure. J'ai moins d'une minute, mais je vais récupérer une minute, hein, de toute façon. Bon, j'aimerais parler un peu du cœur. Hein, donc, en disant d'abord, il y a un terme qui a été annoncé tout à l'heure, c'est le réseautage. Nous sommes dans un endroit de réseautage. Nous sommes des pays du Nord, des pays du Sud, continent africain, et je pense qu'on doit multiplier ce genre de rencontres pour le partage d'expériences, notamment entre pays du Sud. Parce qu'il y a des fois où il y a des expériences, bien sûr, dans les pays du Nord, que je tiens à remercier, qui nous aident, qui nous inspirent, mais des fois c'est trop lourd pour nous. Moi j'ai vécu des expériences, on a fait l'électrification rurale généralisée au Maroc, qui a pris une dizaine d'années. On a constitué un tissu économique qui a pris de l'expertise dans ce domaine. J'étais ministre du Commerce extérieur, je prenais un avion, je prenais les opérateurs et on faisait le tour des pays pour justement à la fois trouver un marché, un investissement pour nos entreprises et à la fois résoudre des problématiques qui se trouvaient dans certains pays voisins. Et je vous assure qu'il y a encore d'énormes résultats de cette initiative. Il y a des entreprises marocaines qui sont implantées. Donc cet échange, cet réseautage entre Sud-Sud et Nord-Sud-Sud est très important. Deuxième chose, on parle beaucoup de smart cities et de villes aux cités résilientes. Moi, je pense qu'il faut penser plutôt à des smart solutions pour des villes résilientes. Pas de smart cities, oui, il nous faut des solutions smart pour des villes résilientes. Donc, nous sommes un continent plein d'opportunités. Plein d'opportunités. Jeunes, population la plus jeune du monde. Donc, il y a encore des ressources naturelles vierges. Si on laisse faire, ça va être détruit plus vite qu'on ne pensait. Maintenant, il faut un développement justement smart et qu'on travaille ensemble. Et encore une fois, il nous faut des agoras cette fois-ci, pas dans le sens cité, mais des agoras dans le sens rassemblement, comme celui d'aujourd'hui. Et avec, justement, j'ai beaucoup apprécié l'échange d'expériences qu'on a eu ce matin et je remercie les organisateurs, je vous remercie également. Merci beaucoup sur ces mots, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie pour votre attention et vous avez un déjeuner et avant de commencer les sessions de l'après-midi. Merci encore pour votre présence. Bonne journée.